Quel projet les Calédoniens vont-ils choisir? Nous sommes toujours dans l'attente des résultats après ce scrutin provincial, le premier depuis 2019. L'élection a été reportée 3 fois. Un scrutin qui doit redessiner les rapports de force politiques de l'archipel et ainsi donner une direction aux négociations à venir sur son avenir institutionnel. Alors nous retrouvons notre envoyé spécial Karim Yayaoui. Karim, bonsoir. Ce scrutin a finalement assez peu mobilisé, en tous les cas moins qu'en 2019. Oui, moins de monde qu'en 2019, moins d'électeurs se sont déplacés. En 2019, il y avait à peu près 66% de participation. Cette fois-ci, un peu plus de 58%, même si dans certaines villes, comme à Nouméa, on a un peu plus voté. Sans doute, il faut y voir une forme de lassitude de la part des électeurs qui jettent un regard assez critique sur la classe politique de Nouvelle-Calédonie, entre chamaillerie interne, notamment du côté des indépendantistes et un bloc politique extrêmement, un espace politique pardon extrêmement clivé entre loyalistes et indépendantistes. Ça explique en partie une baisse de la participation et puis pour des raisons pratiques aussi parce qu'il y avait beaucoup moins de bureaux de vote et il fallait se déplacer assez loin pour aller voter, ce qui n'était pas forcément aisé dans un certain nombre de villes, de villages loin de Nouméa. En tout cas, ceux qui nous ont parlé lorsqu'ils ont voté ont souligné qu'ils étaient là pour évidemment réaliser leur devoir civique, mais aussi parce qu'ils avaient un certain nombre d'espoirs, notamment en ce qui concerne le coût de la vie, mais on nous a aussi beaucoup parlé de l'avenir de la jeunesse. C'est une préoccupation importante chez les Calédoniens. Et puis évidemment, il y a cette dimension qui dépasse le quotidien et qui évidemment concerne l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, comme vous l'avez souligné, parce que du rapport de force qui va sortir, eh bien, on connaîtra peut-être un peu mieux ceux qui seront en capacité de négocier avec l'État français, même si pour l'instant les premiers chiffres semblent accréditer l'hypothèse qu'il n'y aura pas forcément un chamboulement sur l'échiquier politique de la Nouvelle-Calédonie. Oui, revenons sur cet effectivement objectif en jeu que vous venez d'évoquer. On saura mieux puisque ce congrès va nous dire quelles forces politiques vont négocier donc avec l'État ces prochains mois. Oui, exactement, parce que on votait pour lors de ces élections, mais ces élections vont permettre d'avoir un congrès et puis d'avoir un gouvernement en Nouvelle-Calédonie. Alors quel va être l'équilibre des forces au sein du congrès? Est-ce qu'il y aura une majorité absolue pour les loyalistes? Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas. Et évidemment, si on assiste à un statu quo, ça va rendre les choses complexes puisqu'il n'y aura pas forcément de majorité et on va continuer sans doute à rester dans une logique d'affrontement entre les deux blocs. On sait qu'une partie des indépendantistes sont prêts à négocier puisque on a vu qu'ils ont accepté notamment l'accord de Bougival avant que celui-ci ne vole en éclats. Et évidemment, du côté des autorités françaises, on observe avec beaucoup d'attention les résultats de ces élections parce que elles vont déterminer, et d'ailleurs Sébastien Lecornu l'a souligné, les prochaines discussions qui vont être engagées normalement très rapidement après ces élections provinciales. En tout cas, c'est tout de même une part d'inquiétude et d'amertume chez certains électeurs qui évoquaient tout à l'heure l'idée, lorsqu'on les interrogeait, que les choses puissent malheureusement continuer comme elles ont commencé ces derniers temps et ces dernières années, avec le spectre des violences qui ont endeuillé la Nouvelle-Calédonie en 2024. Et évidemment, personne, qu'il soit loyaliste ou qu'il soit indépendantiste, ne veut revivre ces moments douloureux. Je vous remercie beaucoup, Karim. On va continuer d'en parler avec notre invité un peu plus dans le détail. Merci à vous. Isabelle Merle est avec nous. Bonjour, bonsoir, madame, puisque vous aussi, vous êtes Bonjour. un peu plus loin à Nouméa. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous êtes spécialiste des processus de colonisation dans le Pacifique Sud. Donc, on a entendu notre envoyé spécial, Karim Yayaoui, mais je voulais qu'on revienne quand même sur ce taux de participation qui, selon vous, est l'indicateur de quoi? Comment analysez-vous ce manque d'intérêt pour ce scrutin qui pourtant n'a cessé d'être reporté?
Je dirais que le sentiment là, puisque les résultats sont tombés là, hein, donc la soirée électorale est quasiment terminée. On a quand même les grandes tendances parce que si on n'a pas les chiffres définitifs. Mmh. Donc d'abord le taux de participation, ben c'est très inquiétant je trouve parce que on attendait ces élections hein, depuis 7 ans. Elles ont été repoussées par 3 fois. Donc les électeurs ont été appelés après une mandature très difficile, hein, où il y a eu plusieurs crises. Elle a commencé par la crise du Covid d'une certaine Mmh. manière et elle a été surtout émaillée par je qualifierais ça d'une politique extrêmement agressive de la part de l'État avec la loi sur le dégel dont on sait quel a été le résultat, c'est-à-dire un mouvement insurrectionnel en 2024 qui a laissé des traces évidemment profondes. Donc on est inquiet, enfin c'est inquiétant cette abstention parce que ça veut dire que un projet un peu consensuel portant un souffle n'a pas réussi à mobiliser. Et finalement, on ne sait pas exactement ce que ça leur recouvre, c'est-à-dire quels sont les camps qui ont le moins voté à l'heure actuelle. Mais il est vrai que d'abord, il y avait des difficultés matérielles, puisque sur Nouméa, Grand Nouméa, les bureaux de vote ont été regroupés et que vous savez qu'il y a un énorme problème de transport sur cette ville, avec une partie des quartiers populaires où les gens ne sont pas véhiculés, n'ont pas de voiture. Donc là, il y avait des bus, mais de façon très clairsemée, et sinon des distances importantes. Donc déjà, il y avait des difficultés Mmh. matérielles pour aller voter. Et puis, donc, on peut parler de lassitude, on pourrait aller jusqu'à peut-être une certaine désespérance, c'est-à-dire une défiance à l'égard du monde politique, et ou alors une désespérance parce que les conditions matérielles de vie sont très difficiles, surtout dans le sud où il y a, je dois le dire, moi j'ai jamais vu autant de pauvreté ou de gens qui sont extrêmement démunis, à la peine, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout d'aide ou de liquidité ou avec des problématiques d'enfants qui ne mangent pas suffisamment. Les écoles sont obligées de fournir des petits déjeuners, ça je l'ai entendu. Donc vraiment, ça devient le choix entre remplir le frigo et faire ou alors acheter le nécessaire pour la maison. Enfin, donc on est dans des problématiques qu'on n'avait jamais vues. Moi, j'avais jamais vu le pays aussi en difficulté. La misère économique effectivement et sociale gagne du terrain. Comment est-ce que, vous l'expliquez? Comment expliquez-vous qu'il y a un tel décalage entre, ce territoire et la métropole? Ben, parce qu'il y a eu une crise massive. Bon, d'abord, il y a une crise économique qui est de longue durée, là, qui commence Mmh. à avoir une antériorité, hein, avec les difficultés que connaît le nickel, qui est en difficulté depuis plusieurs années. Après, des comptes sociaux qui sont même dans le rouge à tous les niveaux, quoi. Il y avait des difficultés repérées. Et puis, il y a eu un mouvement insurrectionnel qui a effectivement fait beaucoup de dégâts matériels et des pertes d'emplois. Ça, personne ne le nie, hein, tout le monde en est absolument conscient. Et donc, il y a un chômage extrêmement important avec des soutiens qui sont pas suffisants. En fait, les filets sociaux sont insuffisants et une politique de la province sud qui est accusée d'avoir été très punitive en matière d'aide sociale au cours des 6 derniers mois de l'année qui s'est écoulée là en 2025 et avec des tas de difficultés qui se sont Et accumulées, plus les bus qui n'existent plus, enfin, ou qui fonctionnent tellement mal ou peu, avec beaucoup de lignes fermées, surtout vers les quartiers populaires de Nouméa donc et du Grand Nouméa. on entend effectivement que cette situation sociale, cette situation des Calédoniens, semble, très en décalage avec, effectivement ce que proposaient peut-être les forces politiques. Donc on n'a pas encore les résultats, officiels, mais vous le disiez, il y a des tendances qui se dessinent malgré tout.
Alors la tendance qui se dessine, c'est une vague, hein, une vague forte en faveur des loyalistes de Madame Backès, hein, pour la province sud, qui incarne quand même ce qu'on pourrait appeler une ultra-droite quand même, hein, qui a eu une politique, à mon sens, hein, c'est mon opinion, ma lecture, et je ne suis pas la seule, qui incarne une politique qui a été extrêmement clivante, pour dire le moins, dans un pays qui est très divisé, qui est très segmenté, si vous voulez. Donc, on espère que ça ne sera pas le cas pour les politiques menées après, quand ça sera consolidé, parce que le congrès qui va sortir de là aura en charge effectivement de recommencer les discussions institutionnelles, mais surtout de respecter l'ensemble de ses administrés, enfin de faire une politique, en particulier en province sud, hein, je parle surtout de la province sud là, qui soit pour tous et qui soit équitable pour tous et avec une vigilance sur les quartiers les plus en difficulté, les populations en décrochage. L'abstention peut être témoigne de cette désespérance. J'espère que ce n'est pas le cas, mais je crains qu'il y ait de ça. Après, il faut dire que ces élections ont été très courtes. Vous savez, la Mm. campagne a été le minimum légal. Donc ça, c'est bien une organisation de l'État qui a voulu ça. Donc le débat n'a pas pu véritablement se déployer parce que c'était un mois. Évidemment, comment vous dire, les aspects euh, d'un certain côté, on sait que du côté indépendantiste, la séquence de Bougival a fait énormément de divisions. Donc, c'est pas juste des chamailleries, c'est des divisions profondes avec des choix politiques au fond pour Bougival ou contre Bougival, qui sont quand même assez fondamentaux, qui ne peuvent pas être réduits ou donc c'est vrai que le FLNKS a vu partir un de ces deux partis qui étaient historiques et a fait entrer un certain nombre de petits partis, mais donc il fallut recomposer une ligne. Donc ça, c'est arrivé dans un temps très rapide, ce qui du coup met en difficulté le monde indépendantiste dans sa cohérence et les divisions sont très dommageables dans les listes, hein, on le voit bien, c'est-à-dire que si les indépendantistes étaient regroupés, ils seraient plus forts. Par ailleurs, ce qui est important à souligner, c'est qu'on a vu dans l'élection l'émergence de listes diverses, alors certaines non indépendantistes, mais d'autres. euh, alors, la question n'est pas toujours la question de l'indépendance ou non, mais peut se poser la question de la souveraineté. Je Mm. pense à Faire Pays, par exemple, qui est une liste qui a proposé un cap d'aller vers une souveraineté préparée. Et on a vu aussi des listes, si vous voulez, qui étaient attachées à la question sociale et la cohésion du pays, la cohésion de la société calédonienne, qui est donc traversée par des inégalités qui sont extrêmement fortes par rapport à la métropole, hein, avec des prix qui sont très élevés par rapport à la métropole et des minimums vitaux qui sont inférieurs à la métropole. Donc on est bien dans la question des filets sociaux et la question de soutenir l'ensemble des Mm. populations les plus vulnérables. Un certain nombre de listes sont vraiment préoccupées de ça. Cependant, elles étaient très divisées, elles n'ont pas réussi à faire un bloc uni. Donc ça posera la question des alliances pour la séquence du Congrès, Du parce congrès, hein, avant le on gouvernement. risque de se retrouver oui, devant le même type de bipolarité, Mm. sans apporter de solution, si ce n'est une politique qui risque qui risque de prendre de front les Kanaks, le peuple kanak, dans une non-reconnaissance ou minimum, et toutes les populations modestes de ce pays. Je, Donc il faut être vigilant, parce que ces violences institutionnelles peuvent engendrer des violences euh, dans la rue, si vous voulez. Quand vous avez plus les voix des urnes, on sait ce que ça peut donner. Je vous remercie beaucoup, Isabelle Merle. Et effectivement, on va observer à la fois les résultats définitifs, à la fois la composition de ce congrès et le gouvernement qui va en ressortir. Parce qu'effectivement, on entend la désespérance que les Calédoniens expriment aujourd'hui à l'issue de ce scrutin. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous pour nous éclairer à ce sujet.